Bonsoir à tous et bienvenue dans l'édition du soir sur Espoir 47. Voici le sommaire. L'une des mesures recommandées contre le coronavirus est le lavage régulier des mains. Dans cette lancée, la mairie de la Cosa 1 a fait don de kits de dispositifs de lavage des mains aux structures sanitaires de sa commune. Et puis en Inde, depuis que le confinement a été annoncé, c'est l'exode massif. Les travailleurs journaliers quittent New Delhi pour se réfugier dans les villages. Merci de nous choisir pour vous informer. La mairie de la Cosa 1 a fait don de kits de dispositifs de lavage des mains aux structures sanitaires de la commune Cosa 1. Ceci dans le but d'observer l'un des gestes barrières contre le Covid-19 qui est le lavage régulier des mains. Yves Aguemont depuis Kara. La pandémie du coronavirus sévit dans le monde entier et le Togo n'est pas épargné. Après les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le Covid-19, la commune de Cosa 1 a procédé ce jeudi à un don de kits de dispositifs de lavage des mains aux structures sanitaires de la commune. Nous avons estimé qu'il fallait envoyer un message en direction de la population, qu'elle sache que c'est une réalité, cette pandémie, et que nous devons la lutter hors de notre commune. Et nous avons donc initié, grâce au projet FIT2, ce projet de mise à disposition des grands services, des services où il y a beaucoup d'affluence, que ces dispositifs de lavage de mains puissent être installés et que l'aspect pédagogique prévale. Que tous ceux qui entrent dans ces services, comme vous le savez, il y a le CHU, le CHR, il y a les centres de santé, la Dabaoré, l'AED, le centre de santé de Agnaram, et au niveau des 4 cantons, les dispensaires, tout cela dans les villages, il faut que toute la population sente que nous devons ensemble lutter contre cette pandémie à travers ces petits gestes, ces comportements citoyens auxquels chacun devra se plier. Sentiment de satisfaction pour le directeur du CHU Kara, qui pour lui ce dispositif vient en complément de ceux déjà mis en place au sein du centre hospitalier universitaire de Kara. C'est l'une des mesures phares importantes dans toutes les mesures qui ont été prises. Nous disposons de l'eau, nous disposons du savon. Et si nous arrivons à appliquer, à nous laver systématiquement les mains, nous faisons un grand pas dans la prévention de la pandémie. Nous savons que les moyens sont insuffisants. Donc dès que le gouvernement a pris ces mesures, nous nous sommes procurés déjà certains dispositifs avec les ingrédients, essentiellement le savon. Donc nous ferons tout pour que le savon ne puisse pas nous manquer, en sachant que l'eau est là en quantité suffisante. La pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 a déjà fait de milliers de victimes partout dans le monde. Il est donc important de respecter les gestes barrières, à savoir se laver très régulièrement les mains avec du savon, tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir, utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter, éviter de se serrer les mains et éviter les embrassades. Toujours avec le coronavirus en Inde, depuis que le Premier ministre Narendra Modi a annoncé le confinement du pays, ce sont des milliers, des millions de travailleurs journaliers désormais sans travail, désormais sans argent, qui tentent de retourner dans leur village. Tous veulent quitter la capitale. La plupart portent un masque sur le visage, mais impossible de maintenir une distance de sécurité. La foule grossit et n'a qu'un objectif, la gare routière de New Delhi. Ce mouvement de départ a commencé en fin de semaine, après que le Premier ministre indien Narendra Modi a ordonné le confinement du pays. Cette décision a mis au chômage des millions de travailleurs précaires. सर हम यहाँ पे दिहाड़ी मजदूरी करते थे, काम बंद हो गया हम लोगों का, अब खाने के लिए भी पैसे नहीं है और पॉकेट में 100-200 रुपए पड़े हुए हैं, अब कैसे पहुँचेंगे ये भी मुश्किल की बात है। कमरा मालिक मेरे को वहाँ पे मना कर रहा आप लोग घर जाइए खाने के लिए नहीं रहता, छोटा बच्चा उसके लिए परेशान है। Ce dimanche, dans un message audio,
Le Premier ministre indien a demandé pardon à la population. Narendra Modi a expliqué qu'il n'avait pas d'autre choix que d'ordonner un confinement strict, seule manière selon lui de lutter contre le coronavirus dans un pays qui compte 1,3 milliard d'habitants. La défécation à l'air libre, encore appelée défécation en plein air, est l'action de déféquer à l'extérieur des habitations ou hors des toilettes. C'est une pratique qui n'est pas sans conséquence sur la santé humaine et sur l'environnement. Quel est donc son impact sur l'environnement et quelles sont les actions menées par le gouvernement togolais pour enrayer ce phénomène? Élément de réponse dans ce sujet. La défécation à l'air libre est un fléau qui ne cesse de prendre de l'ampleur dans nos sociétés, malgré les différentes campagnes de sensibilisation qui sont menées. Selon certaines études, cela est dû au manque et à l'insuffisance des latrines, ou encore cela serait lié à des habitudes culturelles. La défécation à l'air libre, un problème sanitaire, mais aussi environnemental. Et comme impact environnemental, la pollution du sol ainsi que de la nappe phréatique, la contamination des cours d'eau, des fleuves due aux eaux de ruissellement. Mais que pense le citoyen togolais de ce fléau? La défécation à l'air libre est une manque de morale. Les gens qui ont dans leur maison les déchets et qui l'utilisent convenablement ne sont pas obligés de respirer les déchets des autres. C'est pas bon. Le fait de déféquer par ça pollue l'air et ça peut nous causer beaucoup de maladies. C'est pas bon parce qu'aujourd'hui on a des maladies et on a des microbes, des infections qui se transmettent rapidement. Au Togo, pour pallier ce problème, les autorités, avec l'appui de certains partenaires techniques, ont mis en place l'initiative Togo Sandal. Aujourd'hui, avec l'initiative Togo Sandal, c'est voir comment nous devons couvrir les villes, couvrir les villages et amener à toutes les communautés à nous déféquer à l'air libre. Et donc, c'est le souci pour nous de pouvoir nous mettre en œuvre, de pouvoir convaincre les partenaires qu'au finish, que nous puissions disposer des ressources conséquentes pour la couverture universelle. La couverture universelle, c'est que chaque village, chaque ménage dispose d'une latrine et l'utilise très bien et que les excréta qui sont produits au finish sont bien conservés et sont réutilisés pour les champs et sont utilisés pour des éléments qui vont aider à un développement. Depuis 2013, avec l'appui des partenaires dont l'UNICEF, le gouvernement a mené plusieurs activités sur l'ensemble du territoire national avec des approches innovantes, notamment l'ATPC et l'ATPE. L'ATPC, c'est l'assainissement total piloté par la communauté. C'est une stratégie par laquelle nous convainquons les communautés à pouvoir se rendre compte qu'ils mangent chaque jour leur caca. Parce que quand ils ne disposent pas d'ouvrage sanitaire, donc les cacas sont éparpillés et ils sont traînés dans les puits comme dans les rivières et que les enfants et les populations en consomment. ATP, c'est l'assainissement total piloté par les écoles. C'est une nouvelle stratégie que le Togo vient de mettre en œuvre. Et donc, ça permet à chaque enseignant de suivre un enfant qui donne la situation de la latrine dans sa maison pendant une période. Notons que l'initiative Togo Sandal Togo, son défécation à l'air libre d'ici 2030, est un moyen pour promouvoir des approches innovantes tendant vers le changement de comportement. Celle-ci a pour objectif principal de contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité due aux maladies hydrofécales et sa mise en œuvre est estimée à plus de 60 milliards de francs CFA. La médecine traditionnelle et la médecine moderne ont chacune fait leur preuve en matière de guérison de pathologies. Comment s'établit alors le dialogue entre ces deux médecines? La réponse dans cet élément de Alain Alohanou, notre correspondant de la région maritime Est. Sans la santé, on ne jouit de rien. Et l'on ne peut conserver la santé que par la sagesse, la sobriété et la médecine, qu'elle soit traditionnelle ou moderne, y joue un grand rôle. Nos concitoyens ont leur point de vue partagé sur ces deux thérapies. J'opte de nos jours à la médecine moderne, puisque pour traiter un mal, il faut une ou deux analyses. C'est des analyses qui font déceler le mal. Et le médecin ou le docteur, après analyse, te prescrit des produits appropriés qui conviennent à ces maladies. La médecine moderne, c'est bon, les médicaments, c'est pour les blancs. Et les blancs
faire les analyses avant d'envoyer les médicaments. À vrai dire, en un seul mot, c'est la médecine moderne. Moi, j'utilise souvent. Sinon, avec les herbes, souvent, tu ne sais pas de le dose, tu te rends encore plus malade. Le traditionnel conserve une place très importante dans le système de santé africain. Dans les universités en Afrique, des experts sont à pied d'œuvre pour une parfaite coexistence entre les praticiens de la phytothérapie et ceux de la médecine moderne. Nous sommes tous abonnés à la médecine européenne, mais nous avons longtemps délaissé, ou du moins on est mal renseigné sur ce que nos terroirs peuvent fournir en termes de possibilités de traitement. C'est pour cela qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, on doit essayer de voir ce qui se fait chez ceux qui ne font pas la médecine, je dirais conventionnelle. Ce qui appelle à une sincère collaboration entre les médecins conventionnels et les médecins, ou du moins les praticiens qui utilisent les plantes pour soigner. À mon avis, c'est l'avenir de la médecine. Et quiconque aujourd'hui, médecin, ou peut-être dirigeant d'une institution de soins de formation en santé comme l'homme que je suis ici, se refuse de la mettre, est en train d'aller à l'encontre de l'avenir. Il y a des années que l'OMS incite les différentes facultés à essayer d'avoir un regard par rapport à ça. Une nécessité s'impose aux phytothérapeutes de se mettre en association afin de donner plus de visibilité à leurs différentes prestations. Parce que faire de la recherche, ça coûte cher. Et si les pays voisins, avec l'appui de l'OAS, nous aident, etc., à se mettre ensemble au niveau d'un réseau de chercheurs dans ce domaine-là, ça peut être très, très intéressant. Pour d'autres chercheurs, des jardins de plantes médicinales doivent être créés, entretenus et mis à la disposition des praticiens de la médecine traditionnelle. Quelqu'un qui se trouve à 200 km ou bien même à 50 km qui a une plante, une espèce dans son jardin et que le jardin, peut-être, je donne un exemple, Thévier, je crois qu'à quelques kilomètres de Tablibo, s'il y avait un jardin de plantes médicinales à Tablibo et qu'il n'y en a pas à Sévier, avec leur collaboration, ils peuvent envoyer des plantes, ils peuvent faire des échanges. La médecine traditionnelle et la médecine moderne ont beaucoup à apprendre l'une de l'autre pour une meilleure santé de nos populations. Le temps où certains métiers sont uniquement réservés aux hommes est aujourd'hui révolu. La femme peut exercer le métier des hommes. C'est ainsi que cette femme, comme vous allez le voir, a décidé d'apprendre la menuiserie aluminium. Dans ce reportage de Jérémy Kobilé, suivons les raisons qui l'ont motivé à apprendre ce métier. Le métier allure autrefois considéré comme travaux des hommes. Aujourd'hui, nous voyons que les femmes font partie de ce corps. C'est le cas d'Adeline, apprentie de menuiserie allure, Dieu béni de Sokodé, mère d'enfants et femme au foyer. S'en sort très bien dans le métier. Avant, je ne faisais rien. J'ai décidé de venir ici pour faire le métier. Il n'y a pas de métier pour les femmes. Donc, ça aussi, c'est pour les femmes aussi. C'est pour cela que j'ai choisi ça. J'ai vu les autres filles dedans, ils travaillent. J'ai dit, ici, les femmes peuvent faire. Donc, pourquoi pas moi? Nous, on commence lundi jusqu'à samedi, demi-journée. Donc, lundi, là, 6h30, on est ici. On repart à midi, on revient à 14h30. On part à 17h. Après une position, quand je suis venu la première fois, je l'ai vu, ça m'a tellement plu. Je me suis posé la question à savoir les filles aussi font ce travail. Et avec le temps, j'ai su vraiment que le travail là, ça ne concerne pas seulement aux garçons seulement. Tout ce que l'on fait, la fille aussi peut le faire. Mais pour le patron du dit atelier, c'est surprenant d'avoir femme comme apprentie dans son atelier. Parmi tous mes apprentis, une fille arrivée, j'étais ému de joie. Parce que je ne pensais pas que vraiment les filles ont le courage d'apprendre ce métier. Vraiment, et quand elle est venue là, vraiment elle se bat pour le travail. Même elle dépasse certains garçons. Et nous l'encourageons qu'elle tienne dur. Parce qu'aujourd'hui c'est la promotion des femmes. Si elle tient jusqu'à la fin,
je pense qu'elle ne va pas manquer son pain quotidien. Malgré qu'elle s'en sort très bien, les difficultés n'en manquent pas. Une machine là, des fois c'est ça qui nous blesse. Les vitres qui ne tiennent pas bien là, ça te blesse. Concernant ça, il y a quelque part, il faut la physique où elle ne peut pas le faire. Concernant casser le mur, là c'est les garçons qui cassent d'habitude le mur pour faire. Mais s'il y a des exercices, parfois c'est nous-mêmes qui nous aident à faire des choses que nous connaissons pas. Le meilleur côté que nous aimons de son côté, vraiment elle se bat. Elle se donne du travail, elle se donne au travail. Elle est battante, c'est une femme très battante. Sinon, côté travail là, elle est très bonne. À travers cette femme battante, Adeline, nous voyons qu'aujourd'hui, tout métier est à la portée des femmes. Suffirait que la volonté y est. Voilà qui referme cette édition. Merci de l'avoir suivi et surtout, prenez soin de vous.